Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec Damien Delseny, chef du service police-justice, nous vous racontons aujourd'hui une affaire criminelle en 6 épisodes. La tuerie de Chevaline. C'est un promeneur à vélo qui a fait la macabre découverte vers 15h50 cet après-midi. Une fusillade au fond d'une vallée de Haute-Savoie, 4 morts pour un massacre commis en plein jour, presque sans témoins, et le début d'une longue enquête aux multiples pistes. Les victimes ont été découvertes sur les hauteurs du lac d'Annecy. Bienvenue dans notre série Les fantômes de Chevaline. Le mercredi 5 septembre 2012, il est 15h45. Le téléphone sonne au service départemental d'incendie et de secours d'Annecy, dans les Alpes, en Haute-Savoie. Un pompier prend l'appel. À l'autre bout du fil, un homme qui s'appelle Philippe. Il a 41 ans. Allô ? On est à Chevaline, après Doussard, et on a un monsieur qui descend en vélo. On est dans la Combe d'Ire. Il vient de nous dire qu'il y a une voiture, avec 4 personnes, dont 3 qui seraient mortes, et un enfant à côté. Le récit de Philippe est interrompu par une discussion qu'il semble avoir avec quelqu'un d'autre, un homme à côté de lui qui parle avec un fort accent anglais. L'enfant, on peut le sauver ou pas ? Demande Philippe à ce cycliste. Il s'adresse ensuite au pompier au bout du fil. Oui, d'après le monsieur anglais qui est en vélo. Donc on va y aller. Philippe est guide de haute montagne et animateur à Annecy. Ce jour-là, il n'est pas seul dans sa voiture. Il est en compagnie de 2 amis avec lesquels il a prévu de faire une randonnée dans le massif des Bauges, sur ce versant qu'il ne connaît pas encore. Le massif des Bauges, à l'extrême sud du lac d'Annecy, est un parc naturel régional classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il culmine à un peu plus de 2200 mètres d'altitude et attire de nombreux visiteurs sur les chemins de randonnée l'été et sur les pistes de ski l'hiver. Philippe et ses 2 amis sont partis d'Annecy vers 15h15. Dans son Citroën berlingot gris, l'atmosphère est détendue. Le groupe discute, rigole, profite de cette ambiance de vacances. Après une petite demi-heure, la voiture quitte la route principale et traverse Chevaline, un petit village qui compte à peine 200 habitants. Puis elle prend le chemin de la Grande Combe, dépasse des écuries et arrive au niveau d'une ancienne scierie, devant une intersection. 2 routes se présentent. La première, la route du Moulin, repart sur la gauche, vers le village de Doussard. La deuxième longe la scierie et monte le long du torrent jusqu'à un parking. Un panneau indique « Route forestière domaniale de la Combe d'Ire ». Philippe s'engage. La route est bitumée, mais truffée de nids de poules, et étroite. Elle serpente au cœur de la forêt en suivant le torrent. Il n'est pas évident d'y croiser un autre véhicule. Au bout de 2 kilomètres, les téléphones ne captent plus. Après quelques minutes, le Citroën berlingot dépasse un homme d'une 60aine d'années, assis sur un muret, à droite de la route, avec un vélo à côté de lui. C'est au bout d'environ 2 kilomètres que Philippe et ses amis voient arriver vers eux le cycliste affolé, à l'accent anglais. Damien, cet homme leur dit tout d'abord de ne pas monter. En leur expliquant que quelques centaines de mètres plus haut, sur un parking, il y a au moins 3 morts. Alors ce parking, il est situé à 3 km 300 précisément du pied de la route. Après le parking, la route laisse place à des chemins de randonnée, donc il y a cette petite aire de stationnement en gravier qui permet à une dizaine de voitures de se garer. Les explications qui sont données par cet Anglais à cet instant-là sont assez confuses. Il évoque un cycliste sans pouls. Il est évidemment choqué par la scène qu'il décrit. Il a aussi une tache de sang sur le bras droit. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Philippe va composer le 112 pour alerter les secours. Après avoir raccroché, il décide de monter jusqu'au parking. Oui, donc malgré les injonctions contraires du témoin anglais, il va décider d'aller sur les lieux. C'est pas très loin, environ 300 mètres. Le cycliste anglais va les suivre sur son vélo. Ils vont donc arriver en haut de cette route avec un dernier virage à droite avant qu'on puisse voir en fait ce parking. Et en effet, de loin, à cet endroit, ils aperçoivent un break rouge bordeaux à côté duquel est couchée une petite fille dont ils perçoivent qu'elle lève la tête mais qu'elle retombe aussitôt. Philippe fait un demi-tour pour être prêt à repartir rapidement,
Une de ses amies s'installe au volant à sa place, sans éteindre le moteur, et Philippe fait quelques pas vers la petite fille. Avec le cycliste anglais à ses côtés, ils vont avancer vers la petite fille qui est étendue sur le sol. À première vue, elle a environ 6 ou 7 ans. Ils sont à environ 3 mètres d'elle, 6 mètres de la voiture. Autour d'eux, tout est silencieux. La petite fille ne bouge plus. Philippe décide de ne toucher à rien, mais tape dans ses mains pour essayer de la faire réagir, de la faire reprendre conscience. La petite fille n'a aucune réaction. Pour lui, elle est morte. Philippe regarde autour de lui et remarque des impacts de balles sur la carrosserie du break BMW. Il y a aussi un cycliste à terre et un vélo un peu plus loin. Il y a surtout beaucoup de sang. L'homme en VTT qu'il a arrêté quelques minutes plus tôt lui avait parlé de personnes mortes, mais pas du fait qu'elles avaient été atteintes par des tirs. Le conducteur du break rouge Bordeaux est assis à droite et l'immatriculation montre que la voiture vient d'Angleterre, comme l'homme avait été, si on en croit son accent. C'est une étrange coïncidence. Et si c'était lui, le tueur, et qu'il se faisait passer pour un simple témoin ? Terrorisé, sentant sa présence dans son dos, Philippe prend une inspiration et se retourne d'un coup pour tenter de neutraliser l'homme en lui mettant un coup de poing. Comprenant la méprise, ce dernier l'esquive et lui crie « Non, non, c'est pas moi !» La tension redescend un peu. Mais l'un et l'autre ont très peur. Autour d'eux, tout est calme. Le tueur n'est peut-être pas loin. C'est la fin de l'été, la végétation est encore dense. De part et d'autre du parking, il y a la forêt, de grands arbres, mais aussi des bosquets fournis. Il pourrait être caché tout près. Environ 2 minutes après être arrivés sur le parking, les deux hommes décident de repartir. Philippe monte dans sa voiture et son ami enclenche la première. Le cycliste anglais les suit toujours à vélo. Damien, le berlingot gris de Philippe, s'arrête à la hauteur de la seule personne qu'ils ont croisée en montant la route. Oui, cet homme d'une 60aine d'années qui semblait faire une pause, assis sur un petit muret, sur un pont, avec son vélo à côté de lui. Il est toujours là lorsque Philippe redescend avec sa voiture dans le berlingot, mais cette fois-ci, il est accompagné d'un autre homme avec un chien. L'ami de Philippe qui conduit désormais la voiture les prévient, les alerte et leur dit de ne pas monter plus haut. Tout le monde redescend jusqu'au niveau de la scierie, à l'entrée de la route de la Combe-d'Ir. Et c'est là que Philippe va rappeler les secours. Cette conversation, elle va durer 1 minute 30. Il veut préciser aux pompiers que les gens morts en haut ont été tués par arme à feu. Il est alors 15h57. Quelques minutes plus tard, 3 pompiers vont arriver dans ce qu'on appelle un véhicule de secours et d'assistance aux victimes. On appelle ça un VSAB. C'est un petit camion médicalisé, une ambulance traditionnelle des pompiers. Ce sont les premiers secours qui vont arriver sur place. Ces pompiers sont des volontaires, envoyés depuis Saint-Joriot, une petite commune qui borde le lac d'Annecy, à 15 minutes de Chevaline. Les pompiers ont pour seules informations décès, 3 morts dans un véhicule, un enfant de 10 ans inconscient. Et comme indication géographique, tout au fond de la Combe-d'Ir, à Chevaline. En bas de la route, Philippe, qui les attend, leur précise qu'il y a eu des tirs d'armes à feu et qu'ils doivent faire attention. Ils enregistrent cette information et empruntent à leur tour la route de la Combe-d'Ir. Les pompiers parcourent en voiture les 3 km qui les séparent du parking du Martinet, d'où partent les randonneurs. Arrivés au panneau qui indique « parking à 100 mètres », ils aperçoivent au loin un vélo couché sur le côté droit de la route, puis le break BMW Bordeaux. Sur le sol, il y a le corps d'une petite fille, à plat ventre. Le véhicule de secours se gare. En sortant, les pompiers constatent qu'un cycliste est aussi allongé, sur le dos, au niveau de l'avant gauche de la voiture. Il semble mort. L'arrière de la voiture est bloqué contre un talus. En examinant les traces au sol, ils comprennent que les roues ont patiné. La vitre avant gauche présente plusieurs impacts de balles. Dans le break rouge Bordeaux, il y a 3 morts. Un homme à l'avant et 2 femmes à l'arrière. À 1,50 m de la voiture environ, la petite fille allongée par terre bouge et tente de se relever en disant quelques mots en anglais. Les pompiers la prennent en charge. À 16h22, d'autres pompiers arrivent en renfort. 3 hommes avec un camion envoyé depuis la caserne de Faverges, à 10 km de Chevaline. Quelques minutes plus tard, les gendarmes arrivent à leur tour. Ils délimitent la scène de crime avec un ruban rouge qui fait le tour du parking et inclut une portion de la route de la Combe-d'Ir.
En attendant les experts de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, basé en région parisienne, les hommes déjà sur place ne touchent plus à rien. Ils s'occupent seulement de la petite victime, à laquelle ils sont en train de donner les premiers soins dans un camion. 20 minutes plus tard, vers 16h40, des médecins du SMUR sont dépêchés en hélicoptère pour s'occuper d'elle. Son état clinique est grave. Elle a reçu une balle dans l'épaule et souffre d'un important traumatisme crânien. Elle a besoin d'être sédatée et placée sous ventilation assistée. Sous haute protection, la petite fille est transférée au CHU de Grenoble et admise en réanimation. Compte tenu du caractère extraordinaire de la situation, le procureur de la République d'Annecy, Éric Maillot, se déplace en personne sur les lieux de la tuerie. En fin d'après-midi, il donne la toute première conférence de presse en bas de la route de la Combe-d'Ir, à côté de la scierie. Les journalistes sont arrivés et ils sont déjà nombreux. Pour l'instant, on a relativement peu d'éléments, si ce n'est que ce sont des éléments effectivement dramatiques, puisqu'on a sur site là-haut la découverte de 4 corps, 2 personnes de sexe masculin, 2 personnes de sexe féminin, dans un véhicule break BMW immatriculé en Grande-Bretagne. L'un des hommes est un cycliste, en tenue de cycliste, il y a le vélo à proximité. Le deuxième homme est au volant de son véhicule et les 2 femmes sont à l'arrière du véhicule. Et a priori, mais pour l'instant on ne peut pas approcher des corps pour des raisons bien évidemment que vous imaginez aisément de qualité de l'enquête. On ne peut pas approcher des corps, mais a priori victime de tirs par arme à feu. Il y a un grand nombre de douilles sur la scène de crime. Damien, il faut t'expliquer pourquoi les enquêteurs sont si précautionneux. La première raison, c'est le nombre de morts. 4. Immédiatement, les premiers gendarmes intervenants savent aussi qu'ils font face à une scène de crime très complexe. Décision est donc prise de geler les lieux, comme on dit, c'est-à-dire de les rendre hermétiques à toute intervention extérieure. On le sait maintenant, la présence de témoins, de secouristes augmente les risques de pollution de la scène de crime. On va bouger les corps, on va laisser des empreintes. Tout ça peut avoir des conséquences très lourdes pour la suite de l'enquête. La police technique et scientifique en France a fondé son développement sur les énormes ratages de l'affaire Grégory au milieu des années 80. La scène de crime avait été piétinée par des dizaines de personnes, des badauds, des journalistes également, ce qui avait rendu les constatations et leur exploitation future quasi inopérantes. Donc, en 2012, on sait qu'une des premières choses à faire, c'est de geler la scène et de ne pas s'approcher trop près, notamment des corps des victimes. C'est exactement ça. On ne touche pas au corps, on ne déplace rien, on voit que les personnes sont mortes, qu'on ne peut rien faire pour elles, donc on attend ceux et celles qui doivent procéder à la levée des corps pour les autopsier ensuite. Donc en attendant, ceux qui sont sur place, les premiers intervenants, commencent leurs investigations autour du lieu du crime. Ils font notamment une topographie du relief. Pourquoi est-ce qu'on décide d'attendre l'IRCGN alors qu'ils sont si loin du lieu de la tuerie, à plus de 600 km ? Alors parce que dans le cas d'une scène de crime complexe, il y a un protocole à respecter. Les techniciens locaux ne disposent pas forcément du même matériel, de la même expérience. L'IRCGN, c'est une unité de pointe, donc on peut estimer que le temps perdu en raison de leur éloignement géographique et du temps de transport sera du temps de gagner ensuite sur l'analyse de la scène de crime. Et l'attente dure longtemps. Oui, parce que l'IRCGN est basé en région parisienne. À l'époque, c'est à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Une première équipe légère va se déplacer en hélicoptère, donc ça va être relativement rapide. Mais une autre va arriver par la route parce qu'elle transporte du matériel lourd et il faut couvrir ces 600 km. C'est long, mais c'est l'option qui est choisie, même si on sait alors que ces premières constatations, elles vont se faire forcément à la nuit tombée. À bonne distance, les gendarmes font tout de même de premières constatations sur cette scène de crime. La voiture est une BMW 530D Touring rouge bordeaux. Son volant est placé du côté droit et elle est immatriculée en Angleterre. Elle est stationnée contre le talus, moteur éteint, mais marche arrière enclenchée. Elle présente plusieurs impacts de balles. Autour des roues arrière, il y a des traînées de terre et le pneu droit a explosé. Ces 2 éléments, déjà observés par les pompiers, permettent de formuler une hypothèse. La roue a probablement tourné en marche arrière pendant plusieurs minutes avant que le moteur ne s'arrête. Les vitres des portières, avant droite, avant gauche et arrière gauche, sont cassées. Chacune des victimes a été la cible de tirs d'armes à feu au niveau de la tête. Dans la voiture, à l'avant, l'homme a environ 50 ans. La femme assise derrière lui semble être du même âge.
celle de l'autre côté de la banquette paraît plus âgée. À ce moment-là, les enquêteurs n'ont aucun moyen de connaître leurs identités. À proximité de la voiture, l'homme en tenue de cycliste a aussi reçu des balles au visage et au thorax. Juste à côté de lui, par terre, il y a une pompe à vélo et une paire de lunettes de sport cassées. À la tombée de la nuit, l'IRCGN arrive enfin. Le travail des experts se poursuit et s'intensifie. Vers le fond du parking, ils remarquent des traces de pneus qui sont relevées et photographiées. Des mégots de cigarettes, des excréments, des mouchoirs et des lingettes sont prélevés. En haut de la route, à l'endroit où elle débouche sur le parking, il y a un vélo plutôt haut de gamme, noir, de la marque Look. Il est en bon état sauf au niveau du pédalier. La chaîne a sauté des plateaux avant, ça peut être la conséquence d'un choc. Damien, pour identifier le cycliste, les enquêteurs attrapent le téléphone portable qui dépasse d'une poche de son maillot. C'est la poche dorsale, comme il y en a à l'arrière de quasiment tous les maillots de cyclistes. Ils vont constater, en examinant rapidement le téléphone, qu'un message a été laissé sur le répondeur. Ils vont l'écouter. Ce message vocal, il vient de la brigade de gendarmerie d'Ugine qui cherche à contacter un certain Sylvain Mollier après que son frère est venu signaler qu'il n'était pas rentré de sa sortie à vélo. Ils en déduisent donc que Sylvain Mollier est le nom du cycliste mort. Cet homme est donc la première victime identifiée de la tuerie de Chevaline. Exactement, Sylvain Mollier est né en 1967, il a donc 45 ans. Il habite à Ugine, à une vingtaine de kilomètres de l'endroit où on se trouve, de la scène de crime de Chevaline. Alors, concernant les personnes qui sont dans le break BMW, les enquêteurs n'ont aucun moyen de savoir à ce stade qui elles sont. Ils ne trouvent aucun papier d'identité à l'intérieur du véhicule et la plaque minéralogique, on l'a dit, est anglaise, donc ils ne peuvent pas l'identifier dans l'immédiat puisqu'ils n'ont pas accès aux fichiers des immatriculations anglaises. Ils ont juste de quoi évidemment supposer que ces victimes sont sans doute de nationalité anglaise. Alors que l'information selon laquelle une tuerie a eu lieu dans les Alpes commence à circuler dans les médias, des gendarmes sont déployés pour faire la tournée des hôtels et des résidences de tourisme du secteur. L'objectif est de déterminer si des clients manquent à l'appel. Ils ciblent en particulier le village de Doussard, très prisé par les Britanniques. Ils aimeraient bien trouver l'identité des victimes dans la voiture, et si un lien existe entre elles et Sylvain Mollier. Le patron des gendarmes de Haute-Savoie confie « Nous ne savons pas si le cycliste abattu était de passage au moment de la tuerie et s'il est une victime collatérale. » Ce qui laisse entendre que la cible de l'attaque serait la famille dans la voiture. Vers 23h, alors que les équipes de secours et d'enquêteurs sont sur place depuis 7h, les gendarmes reçoivent une nouvelle information décisive. Le gérant d'un camping de Saint-Joriot les contacte. Il a vu aux informations que 4 personnes avaient été tuées et qu'une petite fille était rescapée. Le signalement donné des victimes correspond à peu près à des clients qui sont partis de son camping le matin même, avec leur voiture, un break BMW, rouge bordeaux. Et il vient d'aller vérifier. Leur caravane est toujours sur place, mais les clients ne sont pas revenus au camping. Ça pourrait être eux. Un élément en revanche ne colle pas. Le gérant du camping est formel. Dans cette famille, il n'y avait pas une petite fille, mais 2. Damien, ce témoignage change absolument tout pour les enquêteurs. Absolument tout, oui, puisque depuis le départ, ils sont sur une scène de crime où tout le monde est mort, à l'exception d'une petite fille. En quelque sorte, la scène de crime, elle était figée selon eux. Mais s'il y a un deuxième enfant, il faut le retrouver et vite. Peut-être que cette deuxième petite fille, elle a été enlevée par le ou les tueurs et qu'elle est sûrement en danger. Les enquêteurs accélèrent alors le mouvement. Oui, alors les techniciens de la gendarmerie ont pour habitude d'employer la technique dite de l'escargot. En clair, ils commencent leur prélèvement et leur constatation le plus loin du cœur de la scène de crime et se rapprochent petit à petit. Là, au lieu de continuer à investiguer minutieusement la scène de crime, ils décident de tout fouiller. Ils engagent une caméra thermique par hélicoptère et ils passent au-dessus de la scène de crime. On voit bien les halos dessinés par les corps des victimes. 3 halos dans la voiture, un au niveau de Sylvain Mollier qui est lui à côté de la voiture. Alors, les corps mettent toujours du temps à refroidir, donc c'est normal, rien de plus. Pendant ce temps, d'autres gendarmes sont déployés en forêt, se disent que peut-être
La petite fille s'est enfuie ou s'est cachée parce qu'elle a eu peur. Il passe alors la caméra également au-dessus de la forêt, mais ce survol ne donne rien. Alors que les recherches continuent autour, un des gendarmes de l'IRCGN, l'identification criminelle, s'approche de la partie gauche de la voiture. Jusqu'à maintenant, aucun enquêteur ne s'est vraiment approché du véhicule depuis que le médecin légiste a confirmé que tous les occupants étaient morts. Il est environ à ce moment-là, 00h30. Il faut imaginer cette scène. Il fait nuit, seuls quelques projecteurs apportés par les gendarmes éclairent les lieux. Il n'y a plus de bruit, juste celui du torrent en contrebas de la route. Un gendarme en combinaison blanche des pieds à la tête va ouvrir doucement la porte arrière gauche de la BMW. Il distingue une petite forme cachée entre la banquette arrière et les sièges avant, entre les pieds de 2 cadavres de femmes. Cette petite forme, c'est une petite fille, vivante, et ça fait donc 8 heures qu'elle est cachée à cet endroit. Il est minuit hier soir. À l'intérieur du break BMW, les enquêteurs découvrent une fillette recroquevillée sous les jambes de sa mère tuée par balle. Elle est saine et sauve. On a découvert une toute petite fille, environ 4 ans, que personne n'avait vue parce que depuis 4 heures de l'après-midi, elle ne bougeait pas. Sans doute terrorisée, complètement dissimulée, complètement immobile, au milieu des corps. Vous venez d'écouter le premier épisode sur 6 de notre série « Les fantômes de la tuerie de Chevaline ». Un épisode produit par Clara Garnier-Amouroux, Pénélope Gualquierotti, Thibault Lambert, Raphaël Pueyo et Clémentine Spiller. Réalisation et mixage, Julien Moncouquiol. Rédacteur en chef, Jules Lavie. Vous pouvez retrouver sur notre site internet les documents que nous avons cités et écouter la suite de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.